Welcome, everyone. So it looks like we do have a few more trickling in, and I'll let them in as we go, but I think we should get started. Bienvenue. Nous allons encore laisser des autres entrées, mais il faut que nous commencions. Je m'appelle Bianca, je travaille avec le secrétariat mondial de Meningay. Je travaille depuis l'Afrique du Sud, mais je travaille pour la région Washington, D.C. C'est la première séance des séances d'apprentissage de pair. C'est quelque chose dont on a pensé pendant quelques temps. Nous sommes très, très contents de commencer cette première séance. Pour aujourd'hui, le Tearfund va nous rejoindre pour présenter. Tearfund se concentre dans la violence sexiste et la violence en général. L'objectif de cette session est de regarder les pratiques prometteuses par rapport aux leçons apprises par rapport au travail que nous avons fait partout dans le monde en collaboration avec une femme qui travaille avec nous dans le projet violence sexuelle et sexiste. Maintenant, je vous laisse avec nos présentateurs pour la journée. Wezo, vous avez la parole et je laisse l'écran pour que vous partagiez. Bonjour à tout le monde. Merci Bianca. Comme Bianca vient de nous dire, nous allons présenter sur l'expérience Tearfund, sur l'approche Tearfund à l'égalité des genres. Nous ne sommes pas seuls. Je vais présenter avec mon collègue Luc. Je m'appelle Uwezo, je suis le conseiller mondial transformation de masculinité de Meningage. Lucas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Hi, everybody. My name Bonjour, is Luke je Martin. m'appelle Luc I Martin. work with Je Oazo travaille avec in Owezo our gender dans and TFAN, protection team. de l'équipe I des also genres work et on protection. Je travaille human aussi rights issues. dans la Most of us question at des violences Oazo, we work sexuelles on et nous transforming travaillons le deux masculinity, dans les which is transformations what de we're going to talk about masculinité, today. qui est le sujet de notre Do you want me présentation to carry on, d'aujourd'hui. Oazo, to start? Est-ce que je continue, Owezo? Oui, oui, Thank you. allez-y. I'm going to share my screen Je vais now. partager mon écran So maintenant. please let me know if you S'il can vous see it. plaît, dites-moi quand vous le voyez. Yeah, Oui? great. OK. Thank you. So Merci. transforming masculinity Transformer les is masculinités. Tearfund's primary approach C'est l'approche principale ending de sexual TIRFAN assault pour and finir violence avec la through the violence promotion of sexuelle et faith, sexiste à travers la promotion d'égalité des genres Very avec les briefly, communautés de just the foi. script. Brièvement, pour Transforming vous expliquer, masculinity Transforming is the name of Masculinities est le nom que the nous avons global choisi program, pour le but in programme different mondial, contexts, it mais might have dans des différents different contextes, names. peut-être les But transforming masculinity noms is what peut changer un peu, mais is the approach that we're talking about on today. parle de cette approche qui est à les So sigles TM. today's agenda, L'agenda we're going to d'ordre du split jour it pour in aujourd'hui, two parts. nous allons The faire first deux part parties de la is présentation. La looking première at our partie journey towards s'occupera de Tearfund's notre approach, parcours. why it's needed, what Pourquoi est-ce are qu'on a some besoin de cette approche de transformer la masculinité? Quels sont les éléments looking at the clés core principles, et les principes things that clés? Les underpin choses and qui lead the sont intervention. dedans et qui vont We'll then take a lidérer short time l'intention. for Après, nous questions and aurons answers to un make petit sure moment we pour les remain clear questions-réponses on the pour nous assurer que principles of the tout le monde approach ait transforming masculinities. une idée Then in claire de part ce two, que les we will look at some projets applications of Transformer transforming Masculinities. masculinity, Après la partie 2, nous allons voir transforming comment masculinity transformer has la happened réalisation et l'épreuve de as masculinité. well as contextualized Transforming Masculinities a été in adapté many et contextualisé dans différentes key focus areas in a number of countries. régions So we'll et give a pays. couple of examples Nous allons donner and quelques look at exemples some of the et key aussi messages nous allons voir in les reviewing and évidences clés interpreting dans la masculinity. révision des Transforming We'll look at the Masculinities. challenges Nous allons voir and the les learnings défis and et evidence. les leçons apprises et aussi nous allons recevoir des questions et des Achievements, commentaires evidence and sur les lessons. succès, les évidences, les Agenda preuves. for Voilà this l'ordre session. du jour pour cette séance. So, firstly, Tearfund's D'abord, journey. How do we le develop parcours de TFAN. Comment est-ce que transforming nous avons masculinities développé approach? l'approche As I'm Transforming sure all of you Masculinities? are familiar with, Comme vous approaches le don't come savez, out of les nowhere. approches n'arrivent They de start from juste somewhere. rien. Ils ont And un for point de us, départ. that de was part. working on Pour nous, ça a HIV été le issues. travail avec les And so problèmes Tearfund liés à did a lot of work l'VIH. around HIV, Fairphone travaillait beaucoup but we avec realized that we couldn't VIH, mais nous nous sommes rendus compte que give nous ne people pouvions pas without travailler avec considering VIH the sans violence aborder accused and the basic aussi violence la violence that sexuelle et leads to sexiste. being
cela a été évident dans notre travail avec le VIH. Alors, en 2010, nous allons faire un fil de recherche considérant le rôle de la foi sur comment mettre fin à la violence sexuelle et sexiste. Tearfund est une organisation chrétienne évangélique. Alors, dans la plupart du travail que nous faisons, nous travaillons avec les églises et d'autres groupes de foi aussi. Nous voulions entendre des survivants pour mieux comprendre leurs expériences et leurs besoins. Et ils nous racontaient qu'ils voulaient que les communautés de foi soient des espaces de sécurité où la violence sexuelle et sexiste pourrait être abordée au lieu d'être cachée. Nous avons fait plus de recherches en 2013, ce qui nous a aidé à raffiner et à comprendre. Et nous nous sommes concentrés dans la prévention et les réponses à la violence sexuelle et sexiste. L'une des choses que nous devions faire comme des personnes de foi pour finir avec la violence sexuelle et sexiste, spécialement considérant le rôle des hommes dans ce contexte. De 2015 à aujourd'hui, la boîte à outils a été développée, adaptée et pilotée. Depuis 2015 à aujourd'hui, Transformer Masculinities a été piloté, vérifié, testé dans toutes les régions où nous travaillons. Cela comprend les 3 régions de l'Afrique, l'Asie, Eurasie, l'Afrique du Nord et l'Amérique latine. Et dans ce contexte, il a été adapté au travail plus adéquat à chaque contexte. Pourquoi est-ce qu'il faut transformer les masculinités? Pourquoi est-ce que c'est un point focal pour nous, pour Tearfund? Bon, nous nous rendons compte que dans chaque communauté de tout le monde, il y a de la violence perpétrée par les hommes contre les femmes. Il n'y a personne qui soit à l'abri de cela. Nous comprenons que la violence est principalement perpétrée par des hommes contre les femmes. Et c'est pour cela que nous nous concentrons dans les transformations des identités masculines et les masculinités noisives. Nous comprenons que la violence ne se produit pas autrui, mais que se passe près de nous, dans notre propre famille, et pour les personnes de foi, dans nos églises et dans d'autres institutions de foi. Nous savons que les taux de violence sont très semblables pour les chrétiens, pour le reste du monde, et il doit avoir une réponse basée sur la foi. Nous comprenons que les normes sociales néfastes soutiennent la violence sexuelle et sexiste. Alors, les normes sociales sont ces perceptions que nous avons, notre compréhension des autres gens. Qu'est-ce que nous pensons que les autres personnes approuvent et qu'est-ce qu'ils font? Il y a besoin de débattre et de groupes de référence pour les gens influentiels comme les leaders de foi. Il faut commencer à parler contre la violence sexuelle et sexiste afin que les normes sociales changent, afin qu'ils deviennent plus positives. Nous savons aussi que l'égalité des genres n'est pas en ligne avec notre foi. Pour la foi chrétienne, nous comprenons que Dieu a créé les hommes et les femmes avec une valeur égale, mais ce n'est pas ce que tout le monde croit chez les chrétiens. C'est important que nous regardions la Bible pour une référence clé, pour réimaginer ce que le monde doit devenir avec une valeur égale pour les hommes et pour les femmes. Nous comprenons qu'il y a le besoin d'engager avec les hommes et les garçons. Pour faire un travail significatif, il y a un besoin de contester l'interprétation nuisible et l'application des Écritures. C'est important comme aspect pour les personnes de foi et il ne faut pas l'ignorer. Transformer les masculinités tient la Bible et les croyances religieuses près du, du point focal de notre travail. Nous devons engager les hommes et les femmes de manière holistique et de les impliquer les chefs religieux et les communautés. Nous devons comprendre le contexte où ils vivent et ce qui est plus important, à qui est-ce qu'ils entendent et qui est-ce qu'ils regardent comme des modèles.
Nous comprenons aussi que l'inégalité de genre est un pouvoir inégal. C'est le point central de notre approche. Finalement, les leaders, des fois, peuvent avoir un rôle nuisible, mais nous savons aussi qu'ils peuvent avoir un rôle très, très positif, changeant les normes sociales et finissant avec la violence sexiste et sexuelle. Les trois éléments clés du problème que nous regardons afin d'entrer dans l'approche ce soir, d'abord, les normes de genre inéquitables, celles qui valorisent les hommes plus que les femmes. Un autre problème est les pratiques néfastes, des manières nuisibles à cause de dommages. Et finalement, les chefs religieux et les communautés doivent renforcer et façonner ces normes et pratiques, mais cela n'est pas nécessaire. Il faut changer. Alors, je vais passer la parole à Uwezo pour qu'il nous explique quelles sont les approches. Thank you, Luke, for this great introduction. Can I ask people who joined with, for example, my name, because we shared the link, but when you come, it comes with my, when you join the meeting. Vous avez partagé le lien, mais cela vient avec mon nom, donc je vous demande de changer votre nom parce que sinon nous avons tous les deux le même nom. Donc, qu'est-ce que transformer la masculinité? Comme Luc l'a dit, c'est une intervention basée sur la foi. Pour changer les normes, c'est considéré comme un facteur qui peut contribuer sur le travail, sur les normes. Quand il y a des inégalités dans la forme d'agir, et cela a été conçu pour mettre fin à la violence sexuelle et sexiste en promouvant l'égalité des sexes et pour promouvoir la façon positive d'être des hommes et des femmes. Et cela exige des activités participatives. Cela veut dire que nous essayons d'attirer les gens pour mettre en œuvre leurs connaissances d'après la réalité où ils vivent. Et nous avons un agenda sur des rôles, des relations comme elles sont vécues dans les communautés. Pour ce faire, nous avons besoin d'un engagement et d'une réflexion sur le processus où tout le monde se trouve dans le programme. Cela veut dire que celles et ceux qui vont être formés comme des acteurs, ils doivent accepter le changement. Et parce que nous devons faire allusion aux différents contextes, et nous ne voyons pas trop la même chose. Nous avons des différents contextes et la transformation de la masculinité a été évaluée dans plusieurs contextes. Et donc, nous allons partager quelques résultats dans la deuxième partie de cette présentation. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Ici, nous voyons des éléments clés dont le plus principal commence par les leaders. Les leaders sont essentiels pour cette approche parce que nous savons que les leaders peuvent jouer un rôle clé dans leur communauté. Et c'est pour cela que les leaders de foi doivent être formés et équipés avec les outils pour aborder des questions difficiles autour du sujet et pour soutenir d'autres acteurs. Eux-mêmes
peuvent devenir le modèle de la communauté pour que les personnes puissent commencer à prendre de la façon d'agir, de se porter dans leur communauté pour éviter les luttes et les conflits. Et encore un autre composante qui est très utile, c'est le champion, qui sont des activistes qui vont faciliter les dialogues, les échanges à l'échelle de la communauté. Et ces champions doivent être formés eux aussi pour communiquer à l'échelle de la communauté de l'Église. Et les principales activités qu'ils doivent former sont dans des petits groupes pour réfléchir dans quelques lignées, quelques matériaux. Et la dernière composante, c'est les activités de vulgarisation. Il y a quelques activités qui vont se produire à l'échelle de l'Église, mais bien d'autres auront lieu à l'échelle de la communauté. Et ce sont des activités qui vont être organisées à différentes échelles. Et pour ce faire, nous devons arriver à toucher tous les membres de la communauté, bien que les églises et des communautés locales. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Comme je vous l'ai déjà dit, transformer les masculinités consiste à plusieurs éléments clés et à différentes étapes. Donc, la première consiste à transformer le leadership. Pour ce programme, il ne s'agit pas d'être formé et de commencer tout de suite, mais nous avons besoin d'un leadership transformé, d'un leadership qui s'engage et prend la responsabilité, la reddition de comptes pour avoir des activités à l'échelle de l'Église ou de la communauté. Et une fois formé, c'est important de penser à le renouvellement. Et plus souvent, il faut discuter qu'est-ce qui se passe à l'échelle de la communauté. Ça, c'est l'étape 1. La deuxième consiste à équiper le champion de genre. Le champion doit engager des personnes qui vont guider les dialogues. Et cela va être guidé par 5 leaders qui vont identifier les gens d'après le critère pour nous aider à sélectionner des personnes qui vont être qualifiées comme des champions de genre. Et comme je l'ai dit, le champion doit penser aux formations de renouvellement. Et la troisième phase, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, la phase 3 consiste à faciliter les dialogues à l'échelle de la communauté. Comme vous le voyez sur l'écran, ces dialogues, c'est un cycle. Nous pouvons commencer par des sessions. Et une fois finies les sessions planifiées pour le cycle, nous pouvons commencer à nouveau. Et les dialogues sont guidés ou facilités par le champion de genre. Ces champions ont plus ou moins 2 semaines d'après le modèle standard, de planifier, d'engager et de débriefer le processus. Et par la suite, ils auront 6 semaines. Et pour la première semaine, les personnes vont se réunir séparément et lors de la 6e semaine, ils vont se réunir tout ensemble pour discuter tout le travail qu'ils ont fait pendant les autres 5 semaines. Et la semaine de vulgarisation des histoires et des dialogues vont être guidés par le champion lors des célébrations parce qu'il y aura des événements pour célébrer le changement
que les personnes ont vécu. Et ils peuvent prêter témoin du changement qu'ils ont vécu lors de ces semaines. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, la théorie du changement de transformer les masculinités consiste à 3 volets. Et dans les premières, c'est le contrôle d'intervention dans la communauté, de formation de champions. Et comme principal public, nous avons à l'échelle de l'Église des femmes et des hommes. Et dans la deuxième étape, nous pouvons avoir la communauté en général. Donc, le principal acteur doit être formé. Et nous avons vu quelques adaptations et nous pouvons, pour ce fait, avoir une autre catégorie de groupes d'action. Et cela, c'est le volet du contrôle. Donc, le deuxième volet, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, le deuxième volet, c'est le volet d'influence. C'est où nous trouvons le résultat intermédiaire. Cela porte sur l'attitude, l'environnement normatif supportif et les habiletés. Nous voyons voir le changement à l'échelle de la communauté tout d'abord. Et après le volet de contrôle, nous voudrions voir quelques changements. Par exemple, les attitudes équitables à l'échelle du genre et le rejet de STBV quand il y a des abus. Toute la communauté doit se mettre debout et dire non, nous ne pouvons pas le tolérer, tout le monde doit parler contre et cela fait partie de leur responsabilité même que le soutien pour les autres. C'est quelque chose que nous voudrions voir comme un changement d'attitude. Il y a plusieurs choses qui se traduisent par une influence et qui finissent par des changements. Le dernier volet, c'est le changement de comportement, c'est-à-dire une amélioration des liens, c'est-à-dire la façon dont les hommes et les femmes se comportent les uns avec les autres. Et nous voudrions de même améliorer la communication pour faciliter la prise de décision. Dans plusieurs communautés, à l'heure de prendre des décisions, les femmes sont laissées de côté, elles ne participent pas. Donc, nous voudrions voir des changements. Et même à l'échelle intime avec les partenaires. Donc, nous voudrions voir une augmentation de soutien et de participation des femmes. Et l'impact, c'est pour tous les deux, les femmes, les hommes. Et cela, c'est vraiment l'impact que nous voudrions voir. Et c'est comment la théorie du changement se voit. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Les dialogues communautaires, comme je l'ai dit, c'est l'organisation des activités par de genre. Les sanctions sont facilitées par le champion. Nous avons l'animation de champion de genre. La session durera 2 heures pendant 6 semaines. Voilà le modèle standard. Il y aura quelques peaufinements pour avoir peut-être plus de 6 sessions, mais le modèle standard consiste à 6 semaines. Il y aura 5-6 groupes pour les premières 5 semaines et le groupe de la 6e semaine va être un groupe combiné. La taille du groupe pour la participation sera maximum 10 personnes, le minimum 8 personnes parce que nous voyons voir la reddition de compte, mais une participation active. La langue, le niveau de défi varie pour les hommes et les femmes. Et pour les hommes, c'est plus facile de parler des choses. Même les défis auxquels ils font face sont différents aux défis des femmes.
Et c'est plus facile de les discuter quand ils se trouvent dans des groupes séparés. Et c'est organisé par le champion de genre et les membres, mais c'est important d'avoir le champion de dialogue de la communauté. Et nous avons plus de 80% de rétention jusqu'à présent. Et c'est important de s'engager pour toutes les sessions, pour toutes les séances. Comme vous le voyez, il y a un cycle. Nous avons déjà 2 semaines pour la planification, la captation, et par la suite, il y aura 5 semaines de dialogue communautaire dans 5-6 groupes. Et la 6e semaine va être la combinaison des groupes de femmes et des hommes. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Très bien. Voilà un aperçu des séances avec les principaux sujets. Il y aura bien sûr d'autres sujets secondaires, mais pour la première semaine, il s'agit d'une introduction de causes racines. La troisième, c'est de statut. Et nous travaillons dans les communautés, nous voudrions les contextualiser. La 5e semaine s'agit sur l'avancement et par la suite, les personnes viendront dans les groupes combinés pour parler de l'avenir et des communautés sans violence. Prochaine diapositive. Pour la transformation de masculinité, pour le manuel, ce manuel se réfère, c'est le manuel que les défenseurs de genre utilisent. C'est structuré. Il y a les questions que les personnes pourraient demander. Il y a matériel pour chaque session quand on prépare le dialogue communautaire, le hand-in-hand et les livres où il y a quelques phrases du Coran et aussi quelques manuels adaptés au contexte musulman. Mais la guide d'implémentation est pour les personnes qui veulent mettre en place les programmes, les différents pas en termes de conception du programme, quels outils vous avez la nécessité, par exemple, comment préparer les ateliers et tout ça. Vous pouvez voir cela dans cette guide d'implémentation qui sera accessible pour vous après cet webinaire. Prochaine diapositive. Aperçu des transformations de masculinité, ce sont les principes fondamentaux. Nous voulons défier comment cette norme sociale est nuisible. Aussi, il s'occupe de la mobilisation de la communauté. Et c'est structuré. Il faut suivre les différents pas, se développer pour cette approche. Mais c'est aussi une expérience d'apprentissage. C'est interactif qui s'éloigne de la discussion théorique. Nous ne voulons pas dire des choses du manuel, mais nous voulons contextualiser. Nous voulons que les gens partagent qu'est-ce qui se passe pour contextualiser les aspects et les décisions. Alors, c'est très important d'avoir une approche pratique. C'est basé à 2 niveaux, un niveau personnel et un niveau relationnel, et aussi à tous les niveaux. Suivante. Suivante, s'il vous plaît. Les sessions ou dialogues sont encadrées autour d'écritures clés qui influencent les normes et les pratiques. C'est très important parce qu'il s'agit de changer les normes néfastes. Les scriptures vont parler des normes, des genres, comment les gens peuvent interpréter les genres et ils peuvent internaliser les choses selon leur contexte. Nous voulons qu'ils réfléchissent. C'est important que les gens réfléchissent sur ce qui se passe dans leur communauté pour qu'ils puissent faire la décision correcte selon leur compréhension. Mais cela est lidéré par quelqu'un qui a été préparé, formé. Il devrait être préparé. C'est une
interconfessionnel, nous allons travailler dans différents contextes où il y a des chrétiens, mais dans d'autres contextes, nous allons travailler avec des musulmans et des chrétiens. C'est une approche interconfessionnelle peut rassembler les différentes communautés des fois ensemble et promouvoir la cohésion sociale. Dans quelques contextes, de fois, ils ne travaillent pas ensemble, mais quand on travaille dans cette approche, cela contribue à la cohésion sociale. Travail en coopération quand il y a le besoin. C'est un apprentissage en groupe et un espace de dialogue en sécurité, tant pour les hommes que pour les femmes. Nous devons apprendre continuellement et il faut s'assurer que pendant la mise en place, nous obtenions des feedbacks pour contextualiser selon les informations qu'ils nous donnent les membres de la communauté. Suivante, oui. Nous avons quelques adaptations et nous avons reçu quelques financements. Nous avons reçu des institutions clés, projet UKAID, RCD, What Works Project, de USAID, Masculinité, Famille et Foi, DRC et le traité de Livingstone. Il y a quelques adaptations géographiques et thématiques que nous avons fait. Par exemple, en Sierra Leone, Tchad et Mali, nous avons transformé les transformations de masculinité sur la mutilation féminine et les mariages précoces d'enfants. En d'autres pays, Afrique centrale, nous avons adapté l'automatisation économique des femmes. En RDC, nous avons modifié la planification familiale. En Nigeria, la planification sociale et cohésion sociale et religieuse. En Irak et DRC, nous avons changé le contexte des conflits et humanitaires. En Irak, dans le projet financé par l'Alliance, That Relief Alliance, nous avons travaillé avec une approche non basée sur la foi. On ne pouvait pas travailler dans les mosquées et les communautés. En Amérique latine, nous avons travaillé avec la mobilisation des églises en Jordanie et avec les réfugiés syriens et irakiens. Nous avons travaillé avec les réfugiés et cela a été financé par Livingstone. Je pense que c'est bien pour la première partie. Est-ce qu'il y a quelques questions? Nous pouvons avoir quelques questions maintenant de la part du public. Il y avait quelques questions dans la boîte de chat. Oui, allez-y. Je veux voir, dit Bianca. L'une des questions est comment les défenseurs de genre sont nominés. Est-ce que Luc peut répondre? Est-ce que vous voulez poser toutes les questions et après on va les répondre? Oui. Les questions, comment les défenseurs sont nominés? Est-ce que vous pouvez élaborer sur les significats d'avancer et regarder vers l'avenir? Et quelles sont les différences entre ces deux étapes? Il y a une autre question sur les facilitateurs, comment ils sont formés et identifiés. Je pense que cela est semblable à la première, les défenseurs de genre. Oui, non seulement, et comment est-ce qu'ils sont formés pour faciliter le dialogue? Après, une autre question est sur les exemples durant les discussions. Quels sont les exemples des masculinités plus nuisibles qu'il faut diffuser? Est-ce que vous pouvez répéter quels sont les exemples plus normaux ou quand même des masculinités néfastes qui doivent être diffusées? Un autre sur les mesures pour le programme pour capturer et comprendre des changes de comportement, d'attitude entre les participants. Il y a d'autres, beaucoup de questions. Bon, je vais commencer à répondre.
Je voudrais répondre à la question sur la diffusion. You can go, yeah. Oui, allez-y. Il serait utile de clarifier l'étape de la diffusion. Qu'est-ce que nous voulons dire par diffusion? C'est le partage de messages plus ample que seule l'Église. Principalement, l'intervention principalement est faite dans l'Église, dans des dialogues communautaires que les groupes basés sur la foi vont partager. Les sermons qui ont été faits par les leaders des foi. Quand nous parlons de diffusion, ce que nous voulons dire est que nous ne sommes pas juste intéressés dans l'Église comme communauté, mais que nous sommes intéressés dans la communauté plus ample. Diffusion veut dire partager le message avec toute la communauté. Cela peut être comme des choses comme faire une présentation dans un événement sportif ou de la communauté. Ce qui est important, c'est que diffuser les messages dans la communauté plus ample en termes de cette question, je pense qu'on a demandé quelles normes doivent être abordées. C'est une très bonne question. Typiquement, il y a des normes très communes que nous voyons comme c'est bien si les hommes doivent discipliner les femmes avec la violence physique quand elles se trompent. C'est des choses que nous voyons fréquemment. Mais les normes vont différer dans les communautés et nous travaillons avec l'Institut de Georgetown pour développer un outil pour aider comprendre quelles normes fonctionnent dans chaque communauté. Quand nous travaillons dans un nouveau contexte, nous allons utiliser cet outil particulier et cela ne prend pas beaucoup de temps. Cela répond à la question et cela va montrer quelles sont les normes nuisibles. J'espère avoir aidé à répondre à cette question. Great. Thanks, Luke. Merci, Luc. Someone asked about how gender Quelqu'un a champions are demandé equipped comment and, les défenseurs de genre sont nominés. yeah, if I can combine it with Si another je peux one, combiner avec great. une autre So question, comment est-ce qu'ils sont formés? Bon, comme vous avez vu, we have tool. nous avons un outil The training, for example, dans la formation. Par exemple, nous avons les manuels Transforming Masculinity qui utilisent les différents agendas, c'est-à-dire qu'ils sont formés pendant 4 jours. Il y a une autre formation de 3 jours. Et la différence entre leaders de foi et les champions défenseurs de foi, c'est les défenseurs doivent faciliter quelques dialogues. C'est pour cela que nous avons plus de jours pour eux que pour les leaders de foi. Ils sont des sujets très bien développés pour chaque catégorie de personnes. Nous avons un manuel et nous avons quelque chose que nous utilisons. En termes de recrutement, comme j'ai dit, nous commençons avec les leaders de foi qui doivent être formés et pendant les 3 jours, nous avons les critères parce que ce n'est pas celui qui va influencer dans le recrutement des leaders de foi. Quand on va dans les communautés, on va cibler les églises et les mosquées locales et on va parler aux leaders et expliquer pourquoi est-ce que nous allons le voir. S'ils ont participé, ils vont participer dans le programme. Après avoir suivi la formation de 3 jours et avoir compris le patron de travail et même le problème, durant cette formation, nous allons partager les critères avec eux. Par exemple, il doit être quelqu'un qui habite dans la communauté depuis longtemps. Il doit être quelqu'un qui est connu. Dans les communautés, il y a des personnes qui sont connues comme des défenseurs, qui sont, auxquelles on fait confiance dans ces aspects. Et il y a des personnes qui n'ont jamais été un perpétrateur dans la communauté où ils habitent. Il y a différents critères que nous devons partager avec eux et après cela, ils vont être formés pour devenir des défenseurs ou des facilitateurs pour cette formation. Mais c'est important que l'engagement à la transformation est très important. Cela veut dire que pendant ce processus de formation et de travailler dans la communauté, nous allons leur demander, nous allons essayer de contrôler leur comportement parce que s'ils commencent à se comporter comme des leaders de la communauté.
Il y avait une autre question. Comment nous allons contrôler les changements dans la communauté? Nous avons des outils. Les leaders de foi, non. Les champions de genre, quand ils organiseront les dialogues de communauté, même le leader de foi, nous avons du personnel qui travaille en collaboration avec eux. Ils ne travaillent pas seuls. Nous avons des gens qui vont suivre ce qui se passe et au cas où ils aient besoin du soutien, ce personnel va les aider. Mais en termes de récolter des témoignages ou de prendre quelques histoires de succès, cela va être fait par ceux qui sont à la frontière, les défenseurs de genre et leaders de foi. After a time, we have to organize kind of studies. Après quelque temps, il faut organiser quelques enquêtes. To measure some changes which are happening, and this is according to the researcher. Selon les recherches, nous pouvons évolutionner avec les gens qui ont participé dans les activités, s'ils peuvent partager quelque chose. Et nous allons partager quelques études de cas après cette partie de la présentation pour voir comment nous récoltons les données et quels changements nous avons vus. Quelqu'un a demandé sur le phase. Comme j'ai dit, nous avons 4 étapes de transformer masculinité. La première phase est sur la transformation de leadership. Et c'est très, très important parce que, comme nous avons dit, c'est peut-être un niveau d'église ou de communauté. Il faut prendre la responsabilité parce qu'aussi, il y a un autre aspect derrière cela. À niveau de l'église, comment les leaders de foi participent dans ces programmes, c'est plus facile pour eux d'intégrer les programmes dans l'église. Après être formés, ils vont recevoir du matériel et aussi ils vont aider dans la sélection de la communauté. C'est la première étape. La deuxième étape est la formation de ces personnes qui ont été sélectionnées comme des champions de foi, des genres. Ils vont être formés, ils vont recevoir du matériel avant de commencer à travailler avec les communautés. Ils vont être recrutés, des hommes et des femmes. C'est dans les 2 premières étapes. La facilitation des dialogues de communauté, comme vous voyez dans l'écran. Je pense que j'ai expliqué les dialogues. Les dialogues de communauté sont facilités par des champions de genre utilisant la guise des facilitateurs. Les dialogues communautaires, ce que nous avons montré avant. Les sessions seront organisées pendant 6 semaines et les participants sont de 8 à 10 pour chaque défenseur de genre. Le groupe d'hommes va être facilité par un homme et le groupe de femmes va être facilité par une femme. For 6 weeks, but the 6 weeks are divided. 5 weeks, people are working in separate groups, in a single-sex group, and the last week they come together. Comme je l'ai dit, pendant les premières 5 semaines, les gens vont travailler dans des groupes et pour la 6e semaine, ils vont se réunir. Et les leaders peuvent être invités pour prendre en considération quelques défis et donner des suggestions de comment faire face aux défis. Et ils peuvent recommencer à planifier un nouveau cycle qui peut être organisé plusieurs fois d'après le planning. Et la dernière étape qui consiste à vulgariser le message, je pense que Luc a essayé de l'expliquer. Il consiste à communiquer des messages dans la communauté. Peut-être pour les leaders de foi, cela peut prendre la forme dans de semaines et suite à chaque cycle, nous devons organiser des événements pour que les gens puissent célébrer les changements qu'ils ont vus et pour planifier les suites. Donc, voilà les principales questions. Donc, il y a d'autres questions, mais brièvement, c'est une question qui est apparue plusieurs fois.
sur la disponibilité des ressources. Et c'est vrai, les ressources sont disponibles librement sur le site web et quelqu'un l'a déjà partagé. La seule chose à dire, c'est que les ressources sont disponibles, mais d'après notre expérience, c'est plus effectif et efficace quand nous travaillons en partenariat. Mais dans toutes les circonstances, nous recommandons de faire une formation très rapide au début parce que cela évite des problèmes par la suite. Et l'autre question qui est apparue plusieurs fois porte sur les communautés. Comme nous l'avons dit, il s'agit d'une organisation chrétienne, mais nous travaillons avec d'autres organisations. Par exemple, au Nigeria, il y a un projet avec des musulmans. Il y a une composante de création de la paix. Et nous avons vu des résultats très importants. Et cela, c'est un défi parce que le travail principal, c'est d'aborder des questions. Mais bon, la dernière question, je pense que je vais vous passer la parole avant de passer à la dernière partie de la présentation. C'est une question de comment vous garantissez que ce ne sont pas seulement des questions apprises aux communautés. Comment vous garantirez que cela sera de valeur? Merci beaucoup. Cela fait pas partie de la, cela fait partie, pardon, de la communauté parce que tout le monde a de la foi. Foi à la communauté à laquelle vous êtes affilié. Donc, si nous utilisons ces forums, nous pouvons arriver à toute la communauté. À travers la foi, nous pouvons attirer les gens à travers les activités de la communauté. Et c'est important parce que quand nous voyons les leaders, et les leaders ont foi dans la société, dans la communauté. C'est très important. Si nous pouvons voir comment prendre la responsabilité sur ces questions. Ah, non, quelqu'un a dit, vous avez raté ma question. Bon, je vous disais tout à l'heure que la foi est importante en termes d'attirer et de faire contact avec les gens. Et les leaders de l'Église sont importants. Il y a des leaders qui utilisent les scriptures d'une façon incorrecte. Donc, nous essayons de donner des contextes et cela peut contribuer énormément et ajouter de la valeur à la lutte de violence dans la société. Il y a une dernière question. Je ne sais pas si c'est possible de le prendre. Permettez-moi voir sur la participation de champions. Oui, peut-être après, nous reviendrons sur cette question. Mais permettez-nous de continuer avec la présentation parce que quelques questions vont être répondues après la présentation quand nous aurons le partage des leçons, des conclusions par la suite. Prochaine, s'il vous plaît. OK, pour la deuxième partie de la présentation, nous allons partager des transformations de la masculinité. C'est un projet qui a été mené dans la République démocratique du Congo pendant la première partie avec le financement du FCDE.
Et le deuxième cas d'étude, c'est un modèle standard de transformer la masculinité. Et en plus, c'est une adaptation de la planification familiale qui a été mise en œuvre dans la RDC, mais escaladée à Rwanda. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, la première étude pour éviter la violence, et cela porte sur le changement. Nous allons partager quelques indicateurs ou quelques changements que nous avons vus vers la résilience, de la tolérance vers la résilience. Par exemple, pendant la ligne de base, nous nous sommes rendus compte que la violence physique était justifiée pour les personnes, surtout pour les hommes, cela était accepté. Et pour le pourcentage, c'était 71%. Mais après 3 ans, nous avons réalisé que cela a changé de 71 à 55%. Et c'est un bon pourcentage en termes de réduction de tolérance vers la résilience. Et nous avons le même indicateur ici, mais les femmes ne sont pas autorisées à refuser le sexe. Et dans ces communautés, les femmes étaient abusées quand ils refusaient les relations sexuelles. Mais cela a changé de 80% à 55%. Et c'était plutôt les hommes qui réalisaient au début en 54%. Mais après l'intervention, cela a changé à 38%. Et cela a essayé de développer la masculinité pour les hommes et pour les femmes. Nous avons voulu voir comment les femmes et les hommes le perçoivent. Et au début, les hommes disaient que quand ils menaient la ligne de base, ils se sont rendus compte que cela a changé à 60%. Et encore, c'était à 20% qui s'est rendu compte qu'il faut traiter les hommes et les femmes également. Et au début, et que le rôle principal des femmes était de s'occuper de la famille et de faire de la cuisine. Au début, c'était 90%, mais cela a changé à 70%. Donc, encore un 20% de changement. En ce qui concerne la violence sexuelle des partenaires intimes a changé de 68% à 24%. Et pour les femmes, de 69% à 29%. C'est un changement énorme. Et pour la violence des femmes, cela a changé de 21 à 4%. Et pour le stigma, pour les croyances, par exemple, le changement a été énorme en ce qui concerne la croyance. Par exemple, quand les personnes avaient des croyances différentes, mais après, il y a eu un changement de croyances, par exemple, en ce qui concerne le abus. Et cela a changé des survivants de violences conjugales demandant l'aide des chefs religieux a changé de 2% à 40%. Vous voyez le changement de personnes qui demandent de l'aide et soutien de chefs religieux.
et les leaders de la communauté de foi ont le lieu pour donner un soutien. Et les leaders de foi voient que les survivants de violences conjugales demandent leur aide. Et en ce qui concerne le témoin silencieux à Champion Boko, 83% ont participé en conférence publique ou en discussion sur le BFFF. Comme je l'ai dit au début, utiliser le forum de la foi est un point d'entrée qui aide énormément à arriver vers plusieurs personnes. D'après les résultats que nous voyons ici, nous avons 83% des personnes qui ont participé aux activités, dont 64% ont eu accès au conseil familial parce qu'il y avait eu des leaders auxquels le soutien a été demandé. Prochaine diapositive. Nous voyons ici le cas d'étude. Okay, we engaged Ok, about ça 70. va. Nous avons engagé 71 leaders chefs religieux et 15 groupes d'action. Nous avons plus ou moins 15 membres de groupes d'action communautaires. 50-50. We had about, 50% of women and 50% of men. And these people were trained and equipped. And most of the topics we discussed with them was about violence against women. Et nous avons parlé de la théologie, de l'égalité et de la médiation. Il y a des actions menées par la communauté et nous avons une composante clé comme need to be mentoring to les monitor actions. what's happening. This is why we need to have project staff who will be based in the community and can participate in different C'est activities. pour cela que nous avons besoin d'avoir des leaders de la communauté qui puissent savoir ce qui se passe dans la communauté et aussi qu'ils puissent ramasser quelques évidences. C'est important d'informer avec efficacité. Maintenant, je passe la parole à Luc. Merci, Owezo. C'est très utile, merci. Juste pour clarifier, nous avons décrit la transformation de masculinité comme est basée sur l'évidence. Et nous le disons, les recherches venues avec le partenariat avec les universités, sur ce qui a bien marché et les adaptations aussi que nous avons. Mais les évidences viennent de ces recherches de haut niveau et aussi les suivis et l'évaluation est venue de ces recherches de haut niveau. Peut-être les méthodologies et les données qui ont été obtenues, l'adaptation des masculinités, famille, foi. Cette étude de cas est un module sur la transformation de masculinité, mais qui comprend aussi la planification familiale, en plus des les aspects typiques des leaders de foi, dialogue, communauté, dialogue. Nous comprenons aussi la réflexion sur la planification familiale, ainsi que le renforcement de l'environnement des services de planification familiale. C'est là un partenariat avec ces institutions. Nous utilisons la formation amicale. Il y a des cartes de références, des dérivations. Et il y a une ligne téléphonique pour faire des questions. Les critères ont été ajoutés que dans cette intervention, nous allons travailler spécifiquement pour soutenir les nouveaux mariés et les
nouveaux parents. So in addition to those normal En problems, plus de ces problèmes normaux que nous avons abordés, les transformations de masculinité, nous avons noté qu'il y a des limitations dans l'utilisation de planification familiale. Il y a aussi l'absence de partenaire dans la décision, dans la prise de décision et la participation dans cette décision. Et il y a une opposition réelle à la planification familiale des groupes de leaders de foi. Et il y a peu d'évidence en cet aspect. Nous avons ajouté le débat sur la planification familiale. Vous voyez que le centre du dialogue de communauté est le même, mais il y a la semaine 7 et la semaine 8 où il y aura des débats spécifiques sur la planification familiale. Ce n'est pas des informations. Il y a eu des informations, mais cela a été basé sur le débat et les conversations des semaines antérieures. On parle de la planification familiale dans le contexte d'une prise de décision partagée et de la puissance partagée et d'égalité. Je veux partager quelques résultats alors et on va commencer avec la planification familiale, mais aussi avec d'autres indicateurs sur la violence. Vous voyez, ce n'est pas très clair ici, mais vous voyez que ceux qui sont dans les congrégations étaient plus prêts pour parler qu'ils utilisaient les méthodes de planification familiale modernes. Les autres groupes parlaient de leur intention d'utiliser les méthodes de planification, même s'ils ne les utilisaient pas. En termes d'efficacité, auto-efficacité, les congrégations étaient plus confiées qu'ils pourraient l'utiliser s'ils le voulaient, en comparaison avec ceux qui n'étaient pas dans l'intervention des congrégations. Il y avait aussi plus de probabilités d'avoir confiance à parler à leur couple et suggérer l'utilisation des méthodes modernes de planification familiale par rapport à l'autre groupe. La raison pour laquelle je voulais partager ces statistiques spécifiques est qu'on nous a vraiment encouragé à voir qu'on pourrait aborder non seulement la violence sexiste, mais aussi des aspects liés, comme par exemple la planification familiale. Ce qui est très important, il y a une question par rapport à si l'ajout d'un composant qui va réduire l'efficacité de l'objectif principal qui est réduire la violence sexiste et sexuelle. Ils m'ont dit la procédure, les parties Les du résultats que nous avons format, les eus trucs ont là. été Donc, très c'est à vous de encourageants. gérer. Donc, ne dites pas que vous avez déjà fait. C'est ça le problème principal. Je vais attendre parce qu'il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Merci. Aussi, en termes de violence intime contre le partenaire, les membres de la congrégation dans ces communautés étaient moins probables de reporter avoir expérimenté la violence intime du partenaire ou d'avoir perpétré la violence contre ceux qui étaient dans la congrégation, dans d'autres congrégations. La violence physique du partenaire intime n'avait pas un indicateur spécifique, mais il s'est réduit avec le temps. En termes de toute forme de violence intime du partenaire, nous n'avons pas vu des différences significatives pour les nouveaux mariés et pour les... Mais les nouveaux parents étaient moins probables d'informer la violence intime par comparaison à d'autres congrégations. Nous ne connaissons pas exactement les raisons, mais c'est intéressant de voir que les nouveaux mariés et les nouveaux parents avec ces différences. Ce qui est intéressant est en termes de normes, nous attendions que les normes changent. Nous attendions que les perceptions
d'autres actions des personnes et les croyances d'autres personnes, nous croyons que cela changerait avant le changement de comportement. Mais ce que nous avons vu est que les comportements aient changé avant les normes. Les normes n'ont pas changé spécifiquement comme nous le pensions, mais les comportements ont changé. Cela est quelque chose pour réfléchir. Je vais passer la parole à Wezo maintenant, qui va nous parler des défis. Merci, Luc. Oui, pour cette présentation, pour cette approche transformée masculinité, nous avons fait face à quelques défis et c'est important que vous le sachiez quand vous travaillez avec communauté de foi ou avec des bénévoles. L'un des défis était sur les gens qui sont à niveau d'église, qui ne sont pas partenaires, qui sont des bénévoles. Nous avons vu que quelques-uns ont quitté à mi-chemin. Alors, nous avons dû former d'autres personnes juste pour avoir la quantité nécessaire pour faire toutes les activités à niveau communauté. Ça a été un des défis. L'autre défi a été l'absence de services, spécialement pour les enquêteurs. Quand nous sommes arrivés avec les messages sur violence sexuelle et sexiste et pourquoi c'est important pour eux d'être dans des régions rurales, il n'y a pas de fournisseurs en termes de services pour les enquêteurs. Cela a été l'un des défis auxquels nous avons fait face. Et les participants n'avaient pas cette priorité des violences sexuelles et sexistes. Les gens doivent être formés sur cet aspect éthique pour maintenir certaines informations en secret. Il n'y a pas de relevance de service. Et dans les scénarios humanitaires, j'ai vu que quelqu'un a demandé cela. Nous avons mis en place cela dans les scénarios situation humanitaire en RDC et il y a eu un problème parce que pour la plupart des déplacés, leurs besoins n'étaient pas, leur priorité n'était pas les messages sur la violence sexuelle et sexiste, mais il y avait d'autres besoins essentiels comme l'alimentation et la nourriture qui va les aider à survivre physiquement, même s'ils subissent des normes sociales néfastes qui peuvent les nuire. Cela a été l'une des choses que nous avons vues. Et par rapport à la survivance de la violence sexuelle sexiste, c'est difficile pour eux parce que, à cause de l'impunité. Quand il y a un perpétrateur qui a été appelé à la justice et il est libéré par la justice, cela complique et cela risque la vie des survivants. La prochaine, s'il vous plaît. Dans les communautés où cela a mangé, les communautés de foi a offert une grande opportunité d'engagement et mobilisation. Cela, nous l'avons déjà mentionné, je pense. Les leaders de foi offrent à la communauté quelque chose de puissant en termes d'apporter les changements. Ils peuvent aussi fournir l'opportunité pour soutenir notre intervention, pour soutenir les changements dans la communauté parce que les organisations sont dans la communauté pour une brève période, mais les églises ou les mosques locales sont là pour longtemps. S'ils intègrent leur approche dans leur programme, cela va rester dans la communauté à long terme. Alors, ils offrent une grande opportunité pour engager tous les membres de la communauté, mais aussi pour soutenir notre programme. Et les scriptures, toutes les croyances spirituelles, les leaders de foi sont des groupes de référence clés. Ils sont croyables. Les gens font confiance à eux. Quand les leaders de foi parlent, leurs groupes font confiance à eux facilement. Ils sont très bons pour changer les croyances, pour changer les normes.
autour des inégalités. L'approche basée sur la poids montre l'évidence de l'impact, les besoins qui doivent être intentionnels, non pour renforcer les genres, les normes nuisibles. Par rapport aux gens, les leaders et les communautés sont très bien positionnés pour engager les hommes et les femmes dans cette prévention des violences sexuelles et sexistes dans la plupart des contextes. Quand on parle des normes sociales, ils sont là. Les leaders de foi et les communautés peuvent aider à engager les hommes et les femmes dans la prévention des normes sociales néfastes. Ce sont les apprentissages clés que nous avons tirés. Des autres apprentissages clés. Engager les hommes et les femmes est très important. On leur autonomise également pour faire que leur voix soit entendue. On leur donne la même voix. Et nous avons 50% des hommes et 50% des femmes. Les hommes et les femmes sont bien représentés. L'accompagnement des acteurs clés est très, très important. Comme j'ai dit, quand nous concevons la proposition, il faut avoir des personnels qui s'assurent que le programme soit bien mis en place, mais aussi que quand il y aura des défis, il doit y avoir quelqu'un qui leur soutienne. Les personnels et les acteurs clés pensent qu'ils vont bien avec les problèmes de genre. C'est la croyance des gens, mais pour cette approche, tout le monde doit être formé dans cette processus d'information. Nous nous engageons et nous suivons ce que l'approche est en train de faire. C'est très important pour que le personnel et les acteurs de la communauté soient responsables, qu'ils s'assurent que nous nous engageons à ce que nous apprenons dans cette approche. Les hommes sont souvent en conflit dans la compréhension de leur rôle. Quand il faut distribuer les rôles dans les communautés, les hommes ne respectent pas leur rôle. Ils le laissent aux femmes. Et nous avons vu que les femmes, des fois, peuvent être en conflit, mais non seulement que les femmes. Les femmes sont plus pacifiques. Ils font la manière pour la paix. Ils demandent pardon plus facilement que les hommes. C'est quelque chose que nous avons vu à Myanmar. Et aborder les causes des violences basées sur le sexe est très, très important pour la conception de la proposition. C'était possible d'avoir différents niveaux d'intervention. Vous pouvez planifier, travailler à différents niveaux de relations, des communautés, mais dans quelques activités qui seront menées, par exemple, pour ceux qui sont les décideurs à niveau communautaire, pour essayer d'influencer la décision à niveau des politiques. Cela nous aiderait à mesurer ce que nous sommes en train de faire, aborder le problème à différents niveaux. Et l'approche sociologique est très importante quand on s'occupe des violences basées sur le sexe. As we said, the approach is Comme nous l'avons dit, en ce qui concerne les apprentissages, c'est flexible et peuvent adapter à différents contextes. Non seulement d'après les normes sociaux, mais d'après les problèmes que nous voudrions aborder. Comme nous voyons ici, si nous voudrions aborder la question de la planification familiale, nous l'adaptons à la façon de comment les femmes peuvent contribuer aux apports. Et donc, là, le volet économique a été ajouté. Vous voyez bien que cela peut être adapté, ce n'est pas copier-coller, mais nous faisons face au problème. En ce qui concerne pilote, l'apprentissage, nous apprenons en mettant le genre à la tête de l'initiative et d'explorer les initiatives. C'est important pour comprendre, mais aussi l'impact que nous voudrions en tirer. Et les évidences sont plus puissantes quand nous inclusions l'institution et
Et de tout ce que nous avons partagé ici, la recherche a été partagée avec l'Université d'Afrique du Sud et l'autre pour l'Institut de santé reproductive de DRC. C'est important de penser quelles institutions académiques peuvent mener ces projets et avoir la valeur. Prochaine suivante. Bon, voilà, c'est tout pour l'instant. Et peut-être le moment est venu d'ouvrir la séance aux questions. I don't know if there are questions. Yeah, there are a number of questions. Est-ce qu'il y a-t-il des questions? Tout à fait, il y a des questions dans le chat. Donc, nous voyons ici une question sur le travail dans les contextes. Ah oui, je l'ai vu. Je pense que c'est une question sur le travail avec des personnes déplacées. Et oui, nous avons cette expérience spécialement dans la République démocratique du Congo. Nous avons travaillé avec deux communautés ayant des personnes déplacées et une communauté d'accueil. Et pour ces communautés, c'est important d'établir les priorités. Ils ont bien d'autres qui portent sur la nourriture, les habits et des choses pareilles. C'est un défi parce que s'ils mouvent de cette location, cela peut nuire à l'intervention. Donc, nous essayons de travailler avec eux pour identifier des leaders, des fois, et de rester en contact en cas où ils changent et déménagent. Et nous leur demandons s'ils veulent continuer le programme et s'ils ont de bons contextes pour travailler avec les gens. Mais cela peut être un problème parce que quand ils sont déplacés, peut-être ils ont besoin de plus de matériaux. Mais quand nous gardons le contact, nous rapprocher d'eux quand ils laissent le champ peuvent aider à rester en contact. En cas où ils ont besoin de notre soutien, nous serons en position de leur donner. C'est comme cela, nous travaillons avec eux. Malheureusement, cela ne s'est pas passé parce que nous étions en contact avec lors de toute la duration. Il y a eu d'autres questions sur le choix de planification familiale au lieu de contraception. Qu'est-ce que cela veut dire de la planification familiale et comment cela va bien avec la religion? Encore une autre question sur les LGBTQI+. Excellent. Bon, la première question porte sur la planification familiale et les différentes méthodes. Une chose que nous avons fait, c'est de travailler en partenariat avec un fournisseur de services santé. Et en ce qui concerne les différentes méthodes de la planification familiale, ils sont venus pour expliquer les avantages des différentes méthodes de planification familiale. Et c'est eu les méthodes modernes sont venues en place. Il y a des méthodes traditionnelles, il y a des méthodes modernes. Et les méthodes modernes consistent à utiliser des
des outils externes à la différence de méthodes traditionnelles pour la planification familiale. Par exemple, des herbes, des plantes et d'autres médecines. Donc, les méthodes ont été expliquées aux gens et c'était à chaque couple de faire la décision. C'était pas imposé. Et nous avons utilisé de différentes méthodes et les participants de la communauté ont utilisé les méthodes de leur intérêt. Je ne sais pas si c'est là une réponse. Oui, c'est très utile et en ce qui concerne la question de comment garantir que la planification familiale et la religion venaient main dans la main. Vous voulez que je réponde à ces questions? Oui, tout à fait, merci. Ce que nous sommes rendus compte, c'est que parmi les leaders de foi, quand nous parlons de la planification familiale, cela veut dire qu'ils veulent que les gens arrêtent à être productifs. Mais c'est pas ça que la planification familiale. À travers le planning familial, nous essayons d'expliquer aux leaders de foi que cela ne porte pas sur donner naissance aux enfants. C'est combien d'enfants vous voulez avoir. Et les gens l'ont compris, mais au début, c'était un défi parce qu'il y avait cette misconception de qu'est-ce que la planification familiale. C'est pas arrêter d'avoir des enfants, c'est de la formation, c'est du soutien pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce que le planning familial. Beaucoup de questions, mais il y a une qui est très importante sur la reddition de comptes des survivants. Pour répondre brièvement, nous avons des discussions à l'interne. Nous avons mené des études, nous travaillons avec des survivants, mais c'est une question constante pour l'intervention. Et nous avons encore une autre de notre collègue qui travaille dans ce qui s'appelle Journey to Healing, c'est-à-dire le parcours vers le rétablissement, le soin. C'est un mécanisme pour soutenir le soin. Healing Community, la sanation dans la communauté. Il y a plusieurs, la guérison, sur le parcours vers la guérison. Il y a plusieurs questions. Nous allons partager une adresse email pour que vous puissiez partager les questions et leurs réponses. Mais si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à la mettre là. Je pense qu'il y avait une question sur le LGBTQ. Le LGBTQI porte sur les droits. Et s'il s'agit des droits, nous devons les protéger. C'est comment nous abordons ce type de questions. Nous nous sommes mis d'accord pour dire qu'il y a des différentes compressions, mais ici, c'est la porte sur les droits humains et nous devons les protéger, bien sûr. Dans le collab, comme Lucas l'a dit, il a partagé le mail de Weso et bien de ses d'autres collègues. Et vous pouvez le contacter. Malheureusement,
à cause de limitation de temps, nous n'avons pas pu prendre toutes les questions pour donner des réponses. Et sur ce point-là, sauf s'il y a d'autres commentaires de Luc ou de Oiseau, nous pouvons finir. Merci, merci de votre participation aux interprètes. Nous aurons la prochaine session, je pense que le 8 juin. N'hésitez pas à voir les infos sur la prochaine séance et c'est une opportunité des membres de partager leur travail, l'impact de leur travail. Donc, si vous voulez soumettre quelque chose, veuillez vous renseigner. Et donc, la prochaine aura lieu en juin, la suivante en juillet. Et nous espérons vous voir toutes et tous dans l'avenir. Au revoir. Profitez bien du reste de la journée où que vous soyez. Merci. Au revoir.